puis en 2024, cette dissolution complètement folle, juste parce qu'il est vexé du score calamiteux de sa liste aux élections européennes. Enfin, je veux dire, il y avait deux solutions. Soit il voulait que le Rassemblement national prenne le pouvoir dans ce pays, soit il voulait que le pays soit ingouvernable. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir pour Omerta Yann Boucar, député Les Républicains du territoire de Belfort. Bonjour Yann Boucar. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va bien sûr parler de l'actualité à l'Assemblée nationale. Comment ça se passe à l'heure actuelle, les discussions à l'Assemblée ? Les discussions sur le budget et sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont longues. Ça, je crois que tout le monde l'a bien suivi parce qu'il y a beaucoup d'amendements. Mais contrairement à ce qui vous a expliqué tout le temps, les débats sont extrêmement intéressants. Il n'y a pas forcément de coup d'éclat. Chacun défend évidemment ses positions, ses valeurs. Il se trouve que les Français ont choisi qu'il n'y ait pas de majorité à l'Assemblée. Donc ça fait des débats qui sont longs, avec des résultats qui sont parfois surprenants et des votes avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais en tout cas, il y a des débats qui sont de qualité. Et je crois que depuis 2 semaines, l'Assemblée nationale remplit son rôle. Et les collègues et moi-même faisons en tout cas ce pour quoi on a été élus, à savoir essayer de donner un budget au pays. Mais est-ce qu'on va vraiment réussir à avoir ce budget ? Parce que le temps presse. Ça va être plus compliqué, parce que vous avez raison, il y a des délais constitutionnels qui font qu'on n'a pas autant de temps qu'on le souhaiterait pour pouvoir étudier ce budget. Ensuite, il faudra se mettre d'accord avec le Sénat, puis il faut que globalement, je l'ai dit, il n'y a pas de majorité, il faut que globalement on puisse trouver un accord, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, parce que vous avez aujourd'hui un premier projet de budget qui a considérablement accru la fiscalité sur les grandes entreprises, avec laquelle nous, on ne peut pas être d'accord. Donc forcément, il y aura des négociations qui vont se faire, mais je souhaite qu'il y ait un budget, d'abord parce que ça aurait un coût. 11 milliards d'euros, s'il n'y a pas de budget au 1er janvier prochain, on sait que ça crée une incertitude pour les entreprises, pour les consommateurs aussi, les citoyens, qui font que l'économie française aurait du mal à se remettre de l'absence d'un budget, en plus de la crise économique qu'on connaît déjà. Vous avez dit que l'Assemblée est divisée en 3 groupes. Comment ça se passe dans les discussions, soit en off ou en vote, pour des alliances parfois inattendues dans les groupes? Comment ça se passe concrètement? En réalité, il y a 11 groupes, mais il y a 3 blocs, on va dire. Le bloc de gauche, l'ancienne NUPES, même s'il est en train de se fissurer, vous l'avez vu avec le PS qui se sépare un peu de la France insoumise, on va dire le bloc central entre les anciens macronistes et nous, la droite républicaine, et puis le bloc du Rassemblement national et de ses alliés. Alors, globalement, il faut être honnête, l'arbitre des élégances, c'est souvent le Rassemblement national, parce que c'est eux qui peuvent apporter la majorité à l'un ou l'autre des autres blocs, ce qui fait que des fois, il y a des amendements qui ont été des amendements de la gauche qui ont été adoptés parce que le RN, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, a voté ces amendements-là qui ont fait augmenter la fiscalité sur les entreprises, alors qu'à côté de ça, ça leur arrive souvent d'ailleurs de voter avec nous, pour être tout à fait honnête. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de chaos à l'Assemblée à l'heure actuelle ? Chaos, non, parce que le chaos, on l'a connu, pour être honnête, il y a eu des moments où c'était complètement bloqué. Là, moi, je ne vois pas une Assemblée nationale qui est bloquée. J'ai une Assemblée nationale qui étudie un budget, ça prend du temps. On est à 20 amendements à l'heure, 24 à l'heure, on va dire, et il y en a 2800, quoi. Donc forcément, on va dire que les délais qui nous sont accordés pour étudier ce budget sont insuffisants, mais non, objectivement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est tout de même, ça marche tout de même moins bien que certaines années où il y a un ralentissement de la machine parlementaire tout de même. Oui, bien sûr, parce qu'en général, la Ve République a été faite par le général de Gaulle pour qu'il y ait une majorité. Oui. Et il se trouve que pour la première fois, en 2022, il n'y avait pas de majorité. On va dire que les macronistes avaient quand même une majorité relative. Il leur en manquait à chaque fois 10, 15 voix pour accéder à la majorité. Il se trouve que là, il n'y a pas du tout de majorité. Et nos institutions ne sont pas faites pour ce schéma-là. Donc forcément, oui, ça prend beaucoup plus de temps. Moi, j'ai vécu de 2007 à 2022 avec une majorité macroniste où ils étaient 350, 400. Alors, il n'y avait pas de débat budgétaire en réalité. Le gouvernement arrivait avec son projet et à la fin de l'examen, au bout de 2 semaines, c'était exactement le projet du gouvernement qui était adopté. Il y avait très peu de modifications parce qu'en réalité, ils n'avaient pas besoin de débattre. C'était pas beaucoup plus simple, pour être honnête. Là, au moins, il y a des débats de fond qui se font, même si je reconnais qu'il faudrait un moyen de débloquer à un moment ou à un autre. Aujourd'hui, ce moyen, il n'est pas prévu dans nos institutions. Enfin, si, il est prévu. C'est l'article 49.3, mais le Premier ministre s'est d'ores et déjà engagé à ne pas l'utiliser. Et est-ce qu'il y a... On parle souvent d'Emmanuel Macron responsable de cette situation. Vous en pensez quoi, vous ? Il est totalement responsable. Il est responsable et coupable, très clairement. D'abord parce que c'est la première fois qu'un président de la République n'a pas de majorité au sortir d'une présidentielle en 2022, parce qu'il prend un temps fou, il nomme pas de gouvernement, il se passe rien, il procrastine comme d'habitude, le soi-disant maître des horloges. En réalité, c'est juste qu'il n'y a pas de pile dans l'horloge. Et puis en 2024, cette dissolution complètement folle, juste parce qu'il est vexé du score calamiteux de sa liste aux élections européennes. Je veux dire, il y avait 2 solutions. Soit il voulait que le Rassemblement national prenne le pouvoir dans ce pays, soit il voulait que le pays soit ingouvernable. Mais vous ne pouviez pas imaginer que le soir du 9 juin, avec les résultats tels qu'ils étaient,
il puisse y avoir d'autres résultats que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis on voit bien que même s'il n'est plus maître de grand-chose, hein, pour être honnête. D'abord, ça fait des mois et des mois qu'il n'a plus parlé aux Français. Lui qui était franchement, qui était toutes les semaines sur les plateaux télé des chaînes aux 20h, là on ne le voit plus du tout. Il nous parle depuis l'Ukraine, il nous parle depuis la Slovénie, il nous parle depuis le Congo. Enfin, c'est complètement improbable. Mais il met toujours un petit pic sur la politique française pour continuer à exister. Donc oui, le président de la République actuel est totalement responsable. Donc quelle solution pour ce... Parce qu'il y a quand même un blocage de l'institution. Mais c'est à nous de le débloquer. Les Français ont choisi qu'il n'y ait pas de majorité à l'Assemblée. Donc c'est à nous de trouver cette voie de compromis pour doter la France d'un budget, puis ensuite faire en sorte qu'il y ait des textes de loi qui puissent être adoptés. Parce que depuis janvier dernier, il y a des textes de loi qui ont été adoptés, notamment la lutte contre le narcotrafic et d'autres. Donc à nous d'être responsables. Et après, évidemment, il faut que pendant ce temps-là, la campagne présidentielle s'enclenche. Parce qu'il y a aussi le drame de 2022, c'est qu'il y a eu la guerre en Ukraine, donc il n'y a pas eu de campagne présidentielle en 2022, et les Français ont choisi, finalement, sans même connaître le programme d'Emmanuel Macron. Il faut qu'en 2024, il y ait une vraie campagne et que les gens puissent se positionner sur un projet politique pour les 5 années qui vont suivre, parce que c'est ce qui manque aussi considérablement depuis 2022, c'est qu'il n'y a pas d'aspiration, il n'y a pas de souffle. Et vous pensez que les autres groupes à l'Assemblée sont ouverts au dialogue pour avancer? Ou alors il y a quand même certains qui bloquent Il y en a qui bloquent. Enfin, la France Insoumise veut le chaos. C'est très clair. La France Insoumise veut le chaos. Ils veulent que la Ve République s'arrête. Enfin, on voit bien le truc depuis 2017. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Les écologistes sont plutôt suiveurs des Insoumis. Mais là, on note, et c'est assez intéressant, que les socialistes redeviennent un parti de gouvernement, redeviennent un parti avec lesquels on est capable de parler. Il se trouve qu'on a beaucoup de désaccords. Donc les discussions prennent énormément de temps. Et puis le RN, c'est à suivre parce qu'objectivement, ils ont joué le jeu des institutions depuis 2022, depuis 2024 aussi. Et là, c'est vrai que depuis la non-censure de Sébastien Lecornu, ils appellent matin, midi et soir à la dissolution. Pas trop au départ du chef de l'État d'ailleurs, mais surtout à la dissolution. Après, s'ils veulent aussi continuer à incarner ce parti de gouvernement, je pense qu'ils auront intérêt aussi à se mettre autour de la table et à discuter. On a du mal parfois à saisir la position de notre groupe, les Républicains, par rapport au gouvernement. Un coup, il y a Bruno Retailleau et les LR dans le gouvernement, et l'autre coup, les LR qui vont au gouvernement ont été virés du parti. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer la position des Républicains, justement? Est-ce qu'on gouverne? Est-ce que dans l'opposition, on a du mal parfois à saisir vraiment ce que vous êtes? Moi, je serais bien en peine de vous l'expliquer. Je vais essayer. En fait, l'histoire, c'est que globalement, on a toujours été des opposants macronistes. Entre 2017 et 2022, objectivement, à l'Assemblée, on était même les seuls opposants aux macronistes, parce que les autres forces n'étaient pas forcément présentes d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Il se trouve qu'en 2024, il y a la situation de blocage qu'on connaît aujourd'hui. La question se pose à nous, est-ce qu'on souhaite le blocage du pays jusqu'en 2027, ou est-ce qu'on essaie de participer à sortir du chaos? Michel Barnier est nommé Premier ministre. C'est quand même compliqué pour nous de ne pas rentrer au gouvernement, de ne pas soutenir ce gouvernement. Donc on fait ce choix-là avec Michel Barnier, on poursuit ce choix-là avec François Bayrou, parce qu'on a des très bons ministres à nous aussi qui sont présents au gouvernement. Vous avez cité Bruno Retailleau notamment. Et il se trouve qu'il y a quelques semaines, quand François Bayrou se fait tomber lui-même, si on reprend un peu l'histoire, il y a un choix qui doit être fait. Est-ce qu'on soutient le chaos? Est-ce qu'on continue à soutenir la stabilité de nos institutions? On a fait le choix, nous, en tant que députés, de continuer à soutenir la stabilité de nos institutions, parce qu'on ne voit pas bien ce qu'il peut y avoir d'autre, en réalité, que cela. Et après, sur les ministres qui sont restés au gouvernement, le parti a fait un choix, le bureau politique, qui était de ne pas participer au gouvernement. On a 6 collègues à nous qui ont choisi d'y rester. Ils ont été suspendus de leurs fonctions au sein du parti, mais ils n'ont pas été virés. Mais est-ce que, justement, il y a une cohérence dans le fait de Bruno Retailleau? Il n'a pas de souci d'être dans un gouvernement avec Manuel Valls ou Elisabeth Borne, mais par contre, être avec Bruno Le Maire, là, ça coince. Objectivement, certains y voient un sort d'arrangement politique, et en fait, Manuel Valls est autant responsable de la situation que Bruno Le Maire. Objectivement, Bruno Le Maire, c'est quand même une sacrée provocation. Quand on a un budget qui va être compliqué à mener, quand on va demander des efforts à chacune et à chacun, mettre au gouvernement celui qui est responsable, qui n'est pas seul responsable, mais qui est le porte-étendard, on va dire, de l'action au ministère de l'économie et des finances d'Emmanuel Macron avec 1000 milliards de dettes. Objectivement, c'était une vraie provocation. Après, sur le reste de ce que vous dites, oui, vous avez raison. Parce que moi, j'avais un vrai sujet avec François Bayrou, déjà. François Bayrou qui a toujours combattu notamment Nicolas Sarkozy, qui a préféré Ségolène Royal. Il faut bien se rendre compte du délire du mec, qui a préféré Ségolène Royal à Nicolas Sarkozy. Moi, j'avais profondément du mal à soutenir ce monsieur. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voté contre la confiance à son gouvernement, notamment, parce que je trouve que rien n'avançait depuis des mois et des mois, et que c'était un Premier ministre qui n'était pas du tout à la hauteur. Et si on se place objectivement, je pense que Sébastien Lecornu est beaucoup plus capable d'être Premier ministre que François Bayrou.
Et en termes d'idéologie, je me sens beaucoup plus proche de Sébastien Lecornu que de Bayrou, très clairement. Est-ce que justement on peut dire que les Républicains, c'est un parti qui est homogène? On voit de plus en plus qu'il y a deux partis, il y a deux mouvements au sein des Républicains qui sont un peu irréconciliables. Non, on n'est pas irréconciliable. Et pour le coup, je pense que la force de notre famille politique, c'est qu'à un moment ou à un autre, d'abord, je vais être très clair, hein, moi j'avais soutenu Laurent Wauquiez, mais Bruno Retailleau a été élu président des Républicains, ça a été net, ça a été clair, c'était un choix des militants, donc c'est notre président, dont acte, et on est de droite. Donc quand on est de droite, on a quand même le respect de celui qui a été élu, on a le respect du chef. Donc moi, j'ai pas de sujet avec ça. Après, il faut qu'on ait un vrai projet. Et ce qui nous manque hein, aujourd'hui, mais comme ce qui manque au pays, et globalement, tout le monde est un peu embrumé, on va dire. Mais ce qui nous manque, c'est aussi un cap, et qu'on se lance dans la campagne présidentielle avec des idées qu'on puisse porter. Parce que là, vous avez raison, le danger de la situation actuelle, c'est qu'on soit confondu avec le bilan du macronisme qu'on a pourtant toujours combattu et sur lequel on a des vraies différences d'approche en plus. Donc il faut que demain, on soit capable de faire entendre des vraies différences. Ce qu'a fait d'ailleurs Retailleau quand il était ministre de l'Intérieur. Je pense que quand Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur, personne n'a douté du fait qu'il n'était pas indépendant et qu'il n'avait pas des positions de droite républicaine. Est-ce que vous appelez une nouvelle dissolution de l'Assemblée? Vous êtes totalement contre? C'est pas une histoire d'être totalement contre. Si on pouvait me garantir qu'il y avait une majorité au sortir de la dissolution, je serais d'accord. Aujourd'hui, qui peut garantir qu'il y a une vraie majorité au sortir de la dissolution? Tous les groupes aujourd'hui sont à plus de 60 d'avoir une majorité. Moi, ma lecture, et s'agissant du groupe qui est favori, c'est-à-dire le groupe RN, ils sont à 140 d'avoir la majorité. Donc moi, ma lecture, c'est qu'il n'y aura pas de majorité derrière. Et si vous avez 30 insoumis de plus et 50 RN de plus, vous êtes encore plus loin d'avoir une majorité que ce qu'on a aujourd'hui. Moi, ce que j'appelle, c'est parce qu'il y a quand même un truc, c'est qu'on a été élu en juin 2024, et jamais il y avait eu autant d'électeurs à une législative. C'est-à-dire que jamais une Assemblée nationale n'a été aussi légitime qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc moi, ce que j'appelle, c'est qu'on fasse le nécessaire pour qu'il y ait un budget pour la France pour 2026 et qu'ensuite, chacune et chacun fasse son boulot et se lance en campagne présidentielle. Que chacun ait un an pour expliquer aux Français ce qu'il veut faire pour le pays pendant les 5 années à suivre, parce qu'en juin 2027, on sera enfin débarrassé d'Emmanuel Macron. Mais par contre, il ne faut pas que ce soit à nouveau déceptif pour les Français derrière. Mais est-ce que justement le RN n'a pas eu de majorité à l'Assemblée à cause des désistements lors des triangulaires? Mais ça en fait partie. C'est un peu un contournement finalement des institutions. Non, mais ça en fait partie, mais à un moment, c'est trop facile de dire ça. Le RN n'a pas eu de majorité parce que les Français n'ont pas voté pour lui suffisamment. Le système de l'institution fait que pour gagner, il faut faire plus de 50% au deuxième tour. Le RN n'a fait 50% au deuxième tour que dans 130 cas. C'est pour ça qu'ils ont 130 députés. Si demain ils veulent gagner, il faut faire 50% dans 289 circonscriptions. Donc c'est-à-dire qu'ils ont considérablement progressé, mais ils sont à un point de leur histoire où ils ne sont pas encore majoritaires dans ce pays. Vous répondrez quoi à quelqu'un qui critique la volonté de non-dissolution de beaucoup de partis au sein de l'Assemblée parce que justement il y a cette peur de ne pas avoir son siège derrière, il y a cette peur de ne pas être réélu et donc on garde le statu quo? Je répondrai deux choses. Moi je prends mon cas personnel, mais c'est aussi le cas de beaucoup de mes collègues de droite pour le coup. Si on avait peur, on ne ferait pas de la politique, c'est la première chose. Et si on avait eu peur, en 2024, on aurait rejoint Eric Ciotti, nous à droite. Enfin, je veux dire, moi, dans ma circonscription, si j'avais pris l'étiquette RN-UDR, là, c'est 50% au premier tour garanti. Je suis réélu au premier tour à chaque fois. Avec le fait que je sois sortant, avec le fait que j'emmène avec moi naturellement des voix de droite qui aujourd'hui ne vont pas sur cette alliance-là. Je suis réélu au premier tour. J'ai été élu en 2017, en 2018, en 2022, en 2024. Enfin, je crois que j'ai prouvé que je n'avais pas peur des élections. Et tous mes collègues, en tout cas de droite, mais c'est vrai pour les autres, n'ont pas peur de la dissolution. Mais la vraie question que je me pose, c'est pourquoi certains la veulent absolument. Enfin, on a été élus il y a 1 an et demi. À un moment, les Français nous ont donné un mandat, c'est pour qu'on fasse le job. Pourquoi certains veulent bloquer l'Assemblée et ne pas faire le job? C'est ça la vraie question. J'aimerais revenir avec vous ensuite sur un sondage IFOP qui a été sorti par Valeurs Actuelles qui dit que 82% des sympathisants LR sont favorables à l'union des droites. Qu'est-ce que ça vous évoque? Vous en pensez quoi? Ça ne me surprend pas parce que j'entends ça sur le terrain. Après, moi, c'est pas du tout mon choix et je pense que c'est une erreur. Ce serait pas une erreur si j'étais RN, mais je suis pas RN. C'est une erreur quand on est de droite républicaine parce qu'évidemment, si vous faites cette union aujourd'hui, la famille politique que je représente, le courant gaulliste ou chiracien qu'on veut représenter va disparaître du matin au soir. Évidemment que quand vous faites ce genre d'alliance, c'est le plus, on va dire le plus extrême, mais c'est pas le mot, vous voyez ce que je veux dire, qui finit par absorber totalement l'autre. Et dans tous les pays où il y a eu cette union des droites, globalement, le courant modéré disparaît. Et c'est tout bête, hein, il suffit de regarder aujourd'hui l'union qu'il y a eu à gauche. Le PS a été complètement absorbé par Mélenchon. Est-ce que c'est satisfaisant pour la démocratie? Moi, je crois pas. Enfin, d'un point de vue plutôt international, vous avez
Quand Emmanuel Macron a reconnu l'État de Palestine, vous avez salué cette reconnaissance. Pourquoi ce choix? Parce que moi, je crois à la libre détermination des peuples et je pense que. Enfin, faut voir comment le débat aujourd'hui évolue en France. En réalité, ce que j'ai dit, c'est juste, et ce qu'a fait le président de la République, c'est juste la position historique de la France. Et c'est juste la position historique de ma famille politique, la droite républicaine, qui a toujours dit une solution à 2 États libres et indépendants dans des frontières sûres et sécurisées. C'est d'abord le général de Gaulle quand il se déplace au Moyen-Orient. C'est évidemment Jacques Chirac quand il se déplace en Israël et sur les territoires palestiniens dans les années 90. Je pense qu'il y a un moment, on ne peut pas toujours dire aux Palestiniens, c'est pas le moment. Ça fait 80 ans qu'on leur dit, c'est pas le moment. Donc il y a un moment, si on veut une sortie de cette crise, de cette guerre, aujourd'hui on parle de guerre, même si je suis conscient que la sortie de cette guerre, elle est sans doute lointaine, et j'espère que nos générations, en tout cas la vôtre, la verra à la sortie de cette guerre. Mais à un moment, il faut avancer, et on ne peut pas toujours refuser, je trouve, aux Palestiniens d'avoir accès à une légitime revendication, qui est celle d'avoir un État. Et pourquoi, selon vous, la droite, au sens large, n'a pas justement cette vision quand Emmanuel Macron a reconnu l'État de Palestine, il y a quand même eu beaucoup de critiques au sein de la droite. Ouais, il y a eu beaucoup de critiques partout, parce qu'y compris chez ses propres troupes, Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr qu'il ait eu beaucoup de félicitations. Moi, j'ai vu beaucoup de collègues En Marche qui n'étaient pas d'accord avec cette position. Pourquoi? Je ne peux pas vous répondre à la place de mes collègues. Après, il y a évidemment les massacres du 7 octobre qui ont changé beaucoup de choses, qui ont fait que, évidemment, la période est particulière. Mais après le 7 octobre, il y a aussi tout ce qui se passe à Gaza. Et je pense qu'on doit avoir une position, je ne vais pas dire modérée, mais une position équilibrée. Parce que la réalité, c'est que notre pays n'a pas à chercher les coupables ou les responsables. Notre pays a à faire en sorte d'accompagner vers la paix et vers une transition qui soit plus satisfaisante. Moi, ce que j'entends, en tout cas chez moi, c'est que quelle que soit la nationalité ou la religion du gamin qui meurt, les citoyens, en tout cas de chez moi, ils n'en peuvent plus de voir des gamins israéliens massacrés, ils n'en peuvent plus de voir des gamins palestiniens massacrés. Et ça fait des années que ça dure et il faut avancer vers le plus possible vers une solution de paix. Et je ne vois pas comment il peut y avoir la paix sans qu'il y ait la reconnaissance des 2 États. Vous en avez un peu parlé. Quel regard vous portez sur le bilan diplomatique d'Emmanuel Macron? Il est très très particulier parce que globalement je pense qu'il a considérablement fait sortir la France des radars. On ne nous demande plus beaucoup notre avis sur grand chose, en plus dans un contexte où évidemment l'élection de Donald Trump elle change tout parce que les États-Unis n'ont plus d'alliés. Enfin, ils considèrent que tout le monde est allié, donc ils font comme ils veulent. Nous évidemment on est sortis un peu des radars. Après si on prend la question notamment qu'on évoquait avec la reconnaissance d'État palestinien, globalement, comme sa reconnaissance, derrière, elle est suivie par de nombreux pays, et pas des petits pays. Elle est suivie par le Royaume-Uni, elle est suivie par l'Australie, elle est suivie par le Canada, et c'est le chef de l'État français qui est précurseur de ça. Donc il a encore cette capacité à embarquer des gens avec lui, mais globalement, je pense que la France n'a jamais été, n'a jamais été aussi faible sur la scène internationale, ce ne serait pas vrai. Je pense que sous Hollande, c'était encore pire, mais on est bien loin quand même de l'autorité morale que pouvait avoir la France sur la scène internationale quand on avait Jacques Chirac ou même François Mitterrand. Et selon vous, le fait qu'Emmanuel Macron ne s'occupe presque plus que d'international, on le voit sur son fil Twitter, il n'y a presque plus rien de national. Qu'est-ce que ça dit de la volonté du président et de ses préoccupations? Ça dit que je pense qu'il a acté comme qu'il était en fin de mandat sur le niveau national, qu'il n'avait plus beaucoup d'autorité. Je pense qu'il n'y a pas grand monde en France qui le suit encore. Après, la difficulté, c'est qu'il est quand même toujours chef de l'État et que c'est pas normal, notamment dans la crise qu'on a connue avec on va dire la fin du gouvernement Lecornu après 14 heures, une semaine après qu'ils reviennent, qu'à un moment, il ne s'adresse pas du tout aux Français. Alors, effectivement, il y a un vrai sujet, c'est que quand Emmanuel Macron s'adresse aux Français, je pense qu'il y a un tel rejet qu'il peut dire n'importe quoi, que ce n'est pas entendable aujourd'hui. Mais ça reste le chef de l'État. Pour moi, il est très légitime parce qu'il a été élu par les Français en 2022. Et je crois que ça fait longtemps qu'il ne s'est pas adressé au peuple qu'il est censé représenter. Bien, merci beaucoup Yann Moukar pour vos réponses. Merci. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube de Merta pour le nouveau grand entretien.